et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du relâchement. Alors le relâchement est un thème récurrent dans le sport, dans les arts martiaux et peut-être plus particulièrement dans le Krav Maga. Alors suite à une vidéo que j'ai faite récemment qui proposait un exercice permettant de développer cette capacité, j'ai eu un certain nombre de questions qui m'ont donné envie de faire cette vidéo. Alors, thème récurrent, je vous disais juste avant, il va de soi aujourd'hui que le relâchement est une des quêtes principales du pratiquant qui va révéler sa maîtrise des gestes techniques. Et même pour certains, c'est même perçu comme le Graal. Alors dans un premier temps, je vais vous proposer en fait de regarder qu'est-ce que le relâchement. Puis dans un deuxième temps, on ira regarder quels sont les facteurs d'acquisition de cette compétence, pour enfin, dans un troisième temps, parler un peu de méthode et de voir un peu comment on peut faire pour la développer. Alors qu'est-ce que le relâchement? Quand on commence à observer un petit peu les méthodes de travail qui s'y intéressent, on s'aperçoit que très souvent il y a une tendance à se focaliser avant tout sur l'aspect physiologique de la chose. C'est-à-dire de voir un petit peu comment on va pouvoir agir sur le relâchement à travers des méthodes très spécifiques de mouvement. Mais très souvent, on remarque aussi que, je remarque que la dimension psychologique, elle est souvent absente. Et c'est bien dommage parce que c'est peut-être la composante la plus importante dans ce travail-là, dans ce processus. Parce qu'il faut savoir que c'est un processus qui est très complexe. Alors du coup, je vous propose d'aller regarder un petit peu les définitions que donne le dictionnaire. Dans une première définition, je vois état de quelque chose qui est devenu plus lâche, dont la tension a diminué. Ralentissement ou négligence dans l'accomplissement d'une action, l'exercice d'une activité. Ou même constater un relâchement dans la discipline. État de laxité ou de distension incomplète due à une diminution de l'élasticité des tissus. Et vous voyez ici, je vous ai donné déjà 4 définitions. J'ai aussi désigné l'état ou la qualité d'un objet qui a perdu sa fermeté, avec des synonymes de type décontraction, détente, etc. Et on voit bien que même dans les définitions, c'est-à-dire même dans la façon dont on aborde un petit peu ce mot, eh bien, il y a quand même la composante physiologique, corporelle, qui est beaucoup plus représentée. Maintenant, si on regarde un petit peu, j'ai quand même réussi à trouver une définition où elle dit « diminution, fléchissement de la tension d'esprit, de l'intensité d'un état affectif ». Et là, on va se rapprocher un petit peu plus de ce qui devait devenir très important dans notre approche du relâchement. Alors bien sûr, ça va être un tout, bien entendu. C'est cette définition-là associée aux autres. Comme vous le savez, l'acquisition du relâchement, elle n'est pas simple pour tout le monde, et loin de là. Et il y a des raisons à cela. C'est que cette acquisition, elle relève en fait d'un processus dynamique très complexe qui fait intervenir de nombreux facteurs. Alors, quels sont ces facteurs? J'ai regroupé pour vous 4 types de grands facteurs, bien sûr ils ne sont pas exhaustifs. Tout d'abord, un facteur de méthode physico-technique, un facteur cognitif et de connaissance de soi, un facteur conatif et enfin un facteur d'hygiène. Concernant le facteur de méthode physico-technique, on a la répétition de gestes, la vitesse de travail, c'est-à-dire son optimisation tout comme sa régulation, la musculation spécifique, c'est-à-dire relative à la préparation physique à des gestes très particuliers, très spécifiques, et enfin l'élasticité des tendons et des muscles. Dans un deuxième groupe de facteurs, je vous rappelais, je parlais de facteurs cognitifs et de connaissance de soi. Alors on y retrouve au niveau cognitif la capacité attentionnelle. Il y a des gens qui ont c'est comme un muscle en fait l'attention. Il y a des gens qui ont cette capacité très très diminuée, notamment par le fait que malheureusement on est sans arrêt en fait, notre attention est sans arrêt perturbée par les différentes informations, différentes stimulations de l'environnement. Le portable, puis la télé, on peut changer de chaîne. Il y a plein de choses qui vont faire que notre attention, elle est vraiment découpée en plusieurs morceaux. Alors parmi les facteurs de connaissance de soi, nous avons donc la respiration, à savoir est-ce que vous avez conscience de votre type de respiration, c'est-à-dire est-ce qu'elle est claviculaire, est-ce qu'elle est abdominale, bref. Est-ce que vous avez conscience aussi de la façon dont vous respirez dans votre quotidien, si vous êtes en apnée ou pas, lorsque vous êtes en combat, ou même dans votre quotidien. Un autre facteur, c'est le degré d'appropriation du corps. Et oui, il y a des gens qui ont une meilleure conscience de leur corps que d'autres, certainement dû au fait qu'ils fassent du sport depuis très longtemps, avec des disciplines qui permettent de développer en tout cas cette conscience-là, comme la danse ou le yoga. Donc voilà, ça c'est pour les facteurs de connaissance de soi et cognitifs. Enfin, on va passer au facteur conatif. Conatif, ça veut dire que c'est tout ce qui relève de la personnalité. Et oui, je vous avais déjà fait des vidéos sur le fait qu'on puisse être à la fois mental ou émotionnel, instinctif. Et en fonction de ça, forcément, nos réactions vont être un petit peu différentes et notre rapport au relâchement peut être aussi différent. On a aussi ce qu'on appelle le passif psychonévrotique, c'est-à-dire tout ce qui relève de votre passé. Si vous avez eu des traumatismes
dans votre enfance, ou si vous avez eu des traumatismes même récemment, reliés à une agression par exemple, ou une tentative d'agression, de viol ou autre. Donc tout ça va aussi jouer dans notre psyché, dans notre relâchement. Et bien sûr, vous avez la gestion émotionnelle. Et en fonction du degré de votre gestion émotionnelle, ça va être ou aidant ou limitant. Et ça, c'est pareil, c'est aussi apprendre, est-ce qu'on connaît bien sa gestion, est-ce qu'on sait comment on gère la peur, est-ce qu'on sait comment on gère la colère, et ainsi de suite, et quel est le degré en fait de cette gestion. Enfin, on va passer en facteurs d'hygiène. Alors, dans les facteurs d'hygiène, vous avez l'alimentation. Évidemment, est-ce que vous mangez sainement? Est-ce que vous buvez de l'eau? Et puis, tout ça va bien sûr participer au fait que vous allez être relâché ou pas. Pourquoi? Mais parce que, en fonction de ce que vous assimilez, votre corps ne va pas réagir de la même manière. Si votre ventre n'est pas bien, votre esprit n'est pas bien non plus, il va y avoir un impact direct. Et forcément, derrière, ça va avoir des effets qui ne vont pas être favorisants pour ce qu'on recherche en tout cas. Vous avez aussi la consommation de toxiques, ça veut dire est-ce que vous fumez, est-ce que vous prenez des drogues, est-ce que vous buvez beaucoup d'alcool sans être alcoolique forcément. Tout ça aussi va jouer, est-ce que vous êtes un petit peu trop aussi sur votre portable à l'oreille parce que ça va avoir des implications notamment. Il y a beaucoup, ça paraît peu dans tout ça, hein. C'est des petites choses qui accumulées bien sûr vont être une aide ou plutôt une limitation. Et vous avez aussi ce qu'on appelle la disposition d'esprit, c'est-à-dire si vous êtes de bonne humeur ou pas, dans quel état d'esprit vous êtes pour faire les choses. Et évidemment, ça va avoir un impact. Et bien sûr, elle est très dépendante de la façon dont vous vous êtes nourri, dans la façon dont si vous avez bien dormi. Et tout ça, bien sûr, va influencer votre état d'esprit. Maintenant, il y a aussi le degré, ce que j'appelle le degré volutionnel, c'est-à-dire le mélange entre la volonté et l'intention. Et il va de soi que si vous avez un désir profond, une flamme intérieure qui vous pousse à aller vers point de suspension, ça va faciliter tout acte que vous allez mettre en place, toute pensée que vous allez mettre en action. Voilà pour les facteurs principaux. Alors du coup, comment faire? On va passer à la troisième partie, la partie méthode. Alors, il va de soi que, en vrai, c'est beaucoup trop long de vous donner une méthode complète parce qu'il y a tellement de facteurs, vous voyez, sur lesquels agir que ça ne pourrait pas se faire aussi simplement que ça. Du coup, voilà ce que je vous propose de faire. Dans un premier temps, je vais vous proposer de méditer sur chacun des facteurs que j'ai évoqués. Attention, j'insiste, les facteurs que j'ai évoqués, ils ne sont pas exhaustifs. Pour moi, ce sont les principaux. Vous allez méditer dessus et vous allez faire l'inventaire, pour vous, en gros, de ce qui en ressort. Et du coup, vous allez pouvoir identifier, au travers de l'inventaire que vous aurez fait, à la fois vos points forts et vos points faibles. Vous allez donc les lister dans un deuxième temps, vous allez lister ces points forts et ces points faibles, et les points forts, vous allez les mettre de côté, et donc du coup, vous allez dans un troisième temps maintenant hiérarchiser votre liste de 2 points faibles. Une fois que c'est fait, en fait, vous allez les hiérarchiser en fonction de la façon dont vous allez vouloir agir dessus. Donc dans un quatrième temps, vous allez donc passer à l'action, c'est-à-dire agir sur les facteurs qui vous semblent faibles. Donc vous allez tester des nouvelles routines afin de développer ces facteurs qui étaient justement limités auparavant. Si je prends un exemple, si c'est la répétition de gestes, c'est assez simple, parce que si j'observais avant que mon professeur me disait que je ne m'entraînais pas assez, alors que je me plaignais de ne pas être assez bon, peut-être que la répétition de gestes doit être augmentée, et à ce moment-là, c'est assez simple de changer ça. Enfin, ça peut être aussi relié à la vitesse de travail, et si je m'aperçois que je travaille tout le temps vite, peut-être que je vais commencer à insérer une variation de cette vitesse-là pour me permettre justement de développer ce facteur-là qui favoriserait mon relâchement. Par exemple, de commencer à travailler doucement aussi. Et puis pareil, on peut faire ça sur chaque facteur, tout comme la respiration aussi, ne serait-ce qu'observer si je suis en apnée ou pas quand je m'entraîne ou quand je combats. Et donc, pareil, d'aller trouver des méthodes dont je vais parler juste après pour améliorer ce facteur-là. Alors, il y a certains facteurs sur lesquels vous ne pourrez pas agir. Et du coup, vous vous sentirez peut-être frustré ou limité là-dedans, mais heureusement, il existe des méthodes qui peuvent y pallier. Alors, on ne peut pas tout faire tout seul, mais il y a quand même quelques vidéos qu'on peut trouver sur Internet, sur YouTube notamment, ou des tutos qui nous permettent d'améliorer ces facteurs. Moi, je pense aux facteurs plutôt reliés, par exemple, à la connaissance de soi, à la personnalité, dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est de l'ordre des facteurs de connaissance de soi et connatif.
Ben, il y a de quoi faire. Alors, je peux vous parler de méthodes comme la méditation, la pleine conscience, la relaxation, la sophrologie, l'auto-hypnose et bien sûr le yoga. J'en ai parlé récemment dans une vidéo que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait. Et en fait, de vous intéresser à toutes les méthodes, tous les exercices que vous allez pouvoir trouver qui combinent à la fois la conscience du corps, la concentration, la focalisation de l'attention, l'imagerie mentale, dit autrement la visualisation, le mouvement, le contrôle des gestes et la respiration. Alors là, vous avez le top du top pour pouvoir travailler seul en amont pour le relâchement. Sinon, pour ceux que ça intéresse et qui ont un petit peu le temps, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai pu faire sur ma page Facebook Crave le Lab, qui ne traitent pas directement du relâchement, mais qui vont aider en tout cas en ce sens-là. Je pense notamment à ma vidéo que j'avais faite avec Hervé Goncalves sur l'efficacité et l'optimisation de l'entraînement, la vidéo que j'avais faite aussi avec Eleonore Courroy sur instinct et basique, où je faisais le parallèle entre la pratique martiale et les gens qui pratiquent le surviving, et peut-être aussi la vidéo sur l'agressivité. Bon, il y en a aussi pas d'autres qui sont très bien que je vous invite à regarder. Alors, bien sûr, cette vidéo n'est pas exhaustive en termes de méthode ni rien, mais l'idée ici était de proposer véritablement un aperçu éclairant sur la question et de pouvoir vous donner un point de départ pour pouvoir commencer à travailler sur cette fameuse quête du relâchement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à poser des questions donc, en commentaire sous la vidéo et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!